Tac. Parfait. Alors, comment s'est passée, cette semaine? Est-ce qu'on est rentré un peu plus, en densité? Est-ce qu'il y a des éléments, que vous souhaitez qu'on approche un peu plus, en détail? Comment vous vous situez? On va commencer par Florence, peut-être pour faire un petit tour de table. Heu, Globalement, ça va. J'ai juste un peu de mal entre, l'autorité de changement et le copil. D'accord. L'autorité de changement et le comité de pilotage. Alors en effet, les principales donc c'est les similitudes, c'est comment on approche les 2 activités? Enfin, comment tu Ouais. qu'est-ce que tu Il y en comprends a pas bien? vraiment enfin, c'est vraiment dans des gros projets, je pense, où c'est séparé, non? Parce que Oui, souvent, c'est donc les mêmes, c'est vrai que globalement, hein, les personnes qui font partie de l'autorité de changement sont généralement issues du comité de pilotage. En fonction des projets, ça peut être une instance qui est séparée. Donc il peut y avoir des entreprises qui en fait ne résident enfin ne centralisent l'activité de changement sur une organisation qui leur est propre. Donc c'est pour ça que même si parfois dans les acteurs, je les différencie bien, il est possible, et on l'a vu au tout départ avec les acteurs du projet, que le chef de projet peut être aussi un chef d'équipe et peut être aussi un responsable fournisseur. Mais dans certains cas, le responsable fournisseur est complètement différent. L'autorité de changement, à partir du moment où on nomme spécifiquement des personnes qui sont mandatées pour valider un changement, euh, il se peut que ces personnes-là fassent aussi partie du comité de pilotage, dont probablement aussi le commanditaire. Donc, normal que tu puisses flouter les deux en te disant, ben, j'ai le comité de pilotage, j'ai l'autorité de changement. Euh, il est possible que tu arrives à un comité de pilotage en disant, ben, j'ai ce changement-là, parce que ton commanditaire te dit, ben, écoute, s'il y a un changement sur le projet, on l'aborde au comité de pilotage. Le commanditaire est décisionnaire final de la décision. Il va consulter les personnes qui sont au sein du comité de pilotage. Ils vont aussi consulter tes propositions. Mais la plupart du temps, le comité de pilotage aborde ce changement et décide de l'autorité des changements. Ça, tout dépend du contexte. Est-ce que j'ai clarifié la situation pour toi? ouais. Et Euh, autrement? Moi, je t'avais envoyé un message, enfin, je ne sais pas si c'est clair. Le comité de pilotage, c'est plutôt une vision stratégique, alors que le comité de projet, c'est plutôt une vision opérationnelle. Oui, Est-ce qu'on peut considérer comme ça? Ça, c'est bon, ça? c'est très bon. Oui, Ouais, c'est bon d'accord, comme ok. vision. Ok, ok. Et il y a une notion que tu n'as pas abordée, mais je ne sais pas si elle fait partie. Le diagramme de Gantt. Oui. Est-ce que c'est un outil qui peut aider? Enfin, est-ce que ça correspond au planning que tu proposes sur la fin? Alors, le diagramme de Gantt, c'est une manière de pouvoir élaborer un planning projet. Je l'ai volontairement pas abordé parce que je trouve que on peut tout à fait l'utiliser et j'aurais pu l'expliquer, mais ce n'est pas la seule manière de créer un planning. Et D'accord. en fait, il n'existe pas de manière autre que le diagramme de Gantt, il n'y a pas de nom pour les autres types de planning. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester général en proposant un planning des différentes phases, sous-phases. Mais en effet, c'est vrai que Gantt incite à une interaction entre les différentes tâches avec un visuel qui lui est propre. Euh, mais ce n'est pas la seule manière de gérer un planning. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu Ouais, je comprends. volontairement dire que le diagramme de Gantt, c'est la manière de faire un planning, ce qui n'est pas forcément vrai. On peut faire un planning sans avoir à passer par un diagramme de Gantt. Non, non, c'est sûr. Enfin, moi, je m'en sers surtout en tant que rétro-planning. Et dernière chose, pour les incidents, tu places des KPI pour les incidents uniquement, c'est ça? On peut en avoir pour les incidents, on peut en avoir pour le déroulement du projet, pour le budget. Les indicateurs KPI, on peut les avoir pour tout type d'activités qui sont au sein du projet. Mais les incidents, c'est plus facile d'en avoir parce qu'il y en a beaucoup plus en termes de volume dans le projet, donc c'est plus facile de jongler avec les incidents.
D'accord. C'est quelque chose que tu vas développer ou pas spécialement la semaine prochaine? Non, c'est Non, pas les indicateurs, une notion que je vais ça dépend de développer. chacun. Après, les KPI, les indicateurs d'incidence sont propres à chaque projet. Chacun va Mhm. pouvoir avoir un intérêt sur comment on perçoit le projet et du coup, quels sont les éléments pertinents à présenter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des choses qui évoluent dans le temps et de se dire à chaque fois qu'on a un comité de pilotage ou un comité de projet, hein, ça peut être pour les deux, de savoir comment un indicateur a évolué au fil du temps et de savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ou comment corriger le tir. Et puis une dernière chose, je pense que c'était pour les incidents critiques, tu disais Ouais. que ça concernait plutôt le support dans ta leçon, si je ne me trompe pas, et non pas le comité de projet. Le C'est ça, si je me support, souviens pour les bien. incidents critiques, tout Ouais. dépend comment les équipes support sont sollicitées. Si un projet est en cours d'élaboration, en cours d'exécution, généralement l'équipe support n'est peut-être pas au courant du projet ou en tout cas pas dans les moindres détails. Heu, Mhm. L'incident critique peut faire intervenir cette équipe à partir du moment où elle a un minimum d'informations. Sinon, c'est le projet qui doit se mobiliser pour se mettre en ordre de marche et résoudre les incidents qui sont inhérents au projet. Comment tu définis un incident critique en fait? C'est quelque chose qui a un impact sur le projet, Oui, un incident critique. Ok. c'est vrai que comme on parle de projet, un incident est critique, tout comme, un risque peut être critique, s'il a un effet négatif très fort sur le projet. En clair, D'accord. hein, si un incident empêche, la production de livrables ou freine la progression du projet, ça veut dire que quelque part ça va avoir un effet sur, les prochaines échéances du projet, donc sur la planification du projet, c'est aussi sur le budget du projet. Il faut se mettre en ordre de bataille pour être sûr de limiter la casse au maximum. Donc c'est comme ça qu'on qualifie un incident de critique. D'accord. Je peux rebondir moi sur la partie incident, Bien sûr. où en fait on avait échangé et enfin moi j'ai un souci de définition entre risque et incident. Oui. En gros, ce que je me suis mis dans la tête à l'instant T, c'est je classifiais moi dans risque tout ce qui était prévisible avant le départ du projet en disant ça, de toute façon, on l'analyse, on va le voir, on va pouvoir les lister, les traiter. Et incident, ce qui arrivait en cours de route, qu'on n'a pas vu au départ, qui est l'imprévu à proprement dit. Donc, je ne sais pas si la définition est bonne ou s'il y Alors, a autre chose. ta définition est très bonne. Faut juste se remettre dans le contexte. C'est vrai que les risques, on les identifie au début du projet, donc certains d'entre eux. Les risques peuvent quand le projet continue d'évoluer, on peut toujours continuer à identifier, c'est pour ça qu'on a des revues de risques. Ça permet d'évaluer au fur et à mesure du temps que le projet avance, de savoir si des nouveaux risques apparaissent, si des risques, en fait, finalement, sont supprimés, et si des risques ont évolué. Les incidents, par contre, on peut évidemment pas les identifier au début du projet, puisqu'on n'a pas de problème au début du projet, le projet n'a pas démarré. Les incidents sont un fait qui empêche la progression du projet et qui doivent être identifiés. En tout On les cas, subit, quoi, en fait. c'est un pardon? On les subit, en fait. Enfin, ils On les arrivent. subit. Ah Voilà, clairement, ok. clairement. Ah, mais d'accord, ouais. Un incident ne découle pas forcément d'un risque, Oui. mais un risque peut atterrir sur un ou plusieurs incidents. Donc après c'est vrai que ce sont des notions, mais c'est pour ça que j'essaye de le mettre, je l'ai mis en contexte avec, il me semble que c'était le phénomène de la pluie. Si on a le risque identifié de pluie, aujourd'hui c'est un risque. Là, il fait beau, demain j'ai prévu un anniversaire, normalement il fait beau, de ce que je vois de la météo. En effet, le jour J, s'il pleut, c'est un incident. Ouais. Donc, mais par contre, j'aurais pas pu dire que j'ai un incident aujourd'hui pour demain, puisque je suis pas demain. Donc, c'est un peu la subtilité. Ok. C'est clair. J'ai déjà eu la question cette semaine également, mais je peux comprendre la subtilité, mais c'est vrai que c'est très important de bien comprendre ces deux notions différentes. Ok, c'est bon pour moi, ça. Ouais. Vincent, est-ce que tu avais des questions par rapport à cette semaine? Et bravo pour être revenu dans la place.
Oui, merci. Oui, on va continuer la progression, puisque moi j'avais une question concernant les problèmes. Oui. Donc, et la méthode des 5 Ah pourquoi. oui, oui, j'ai vu ton email, ouais. Si sur une question, sur un pourquoi, on a 2 ou plusieurs réponses, je suppose qu'on va développer les différentes branches, donc les différentes réponses avec des pourquoi successifs sous ces réponses-là. Oui, c'est une bonne approche. En effet, si tu poses ta première question et qu'il y a vraiment deux réponses distinctes qui potentiellement peuvent atterrir vers deux root causes, enfin sources de problèmes distinctes, en effet, vaut mieux dérouler chacune des branches pour potentiellement arriver à deux solutions à proposer. On peut avoir une seule branche de 5 pourquoi ou plusieurs, mais après l'idée c'est de pouvoir résoudre le problème. Donc si les questions sont... Vous avez vu la subtilité, c'est qu'il faut bien faut poser la bonne question pour atterrir à la bonne réponse, mais avoir deux branches, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions spécifiques par rapport à cette semaine? Moi, je suis encore sur la partie mise à jour du business case. Ouais, ok. Je crois que c'est la journée 4, il me semble. C'est ça. Ok, C'est ça. parfait. Moi, j'ai pas fait aujourd'hui non plus, puisque je fais le soir en rentrant, donc j'en suis à hier soir. Pas de problème, pas de problème. Vous allez à votre rythme. L'idée est de pouvoir avancer à votre rythme. Vous avancez comme vous pouvez. Et après, je reste disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est pas un souci. Donc, comme évoqué, donc oui, durant cette semaine, on a revu les risques, la matrice des risques, la gestion des incidents, qui est les incidents donc plus dynamiques que les risques. Les risques, c'est quelque chose qu'on peut revoir de manière mensuelle en fonction des projets. Les incidents arrivent de manière ponctuelle, on ne les prévoit pas forcément lorsqu'ils arrivent. Donc l'idée est de pouvoir les revoir suffisamment souvent pour pouvoir y apporter une réponse. Par rapport aux problèmes, est-ce que tout le monde a été à l'aise avec le diagramme d'Ishikawa? C'est quelque chose que vous connaissez? Ouais, moi, je connaissais déjà. Donc, Est-ce que vous avez pu vous exercer un petit peu? Je ne l'ai pas proposé en mise en pratique parce que c'est vrai que c'est un peu long à réaliser, mais est-ce que vous avez compris l'aspect de comment on peut l'utiliser? Oui, oui. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire plus dans le cadre d'un brainstorming, donc à plusieurs. Oui, Alors que le 5 pourquoi, on peut très bien le réaliser tout seul. Bon, tout à fait. l'Ishikawa aussi, mais ça serait plus pertinent d'être plus nombreux et de pouvoir mettre toutes les parties prenantes de la phase, on va dire, production pour répondre à ces questions dans ce diagramme-là. Yes, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Juste, je reviens moi, je reviens un peu sur les risques, sur la matrice. Oui, En fait, pour évaluer la criticité, on multiplie bien la probabilité par la récurrence, c'est ça? j'ai eu la question cette semaine. Eh ben non. On peut, alors ça donne une indication, en effet, multiplier des chiffres forts entre eux va donner un résultat fort, des chiffres faibles un résultat faible. C'est vrai que c'est tentant. C'est pas totalement faux, mais c'est pas la manière de procéder. L'idéal, c'est vraiment d'utiliser le schéma conducteur avec la matrice, avec les probabilités et l'impact des risques sur les différents axes qui vous permettent de mieux évaluer votre risque. Et en fonction de là où vous atterrissez, vous savez si le risque est plus fort qu'un autre. Comment je vais pouvoir vous schématiser ça? J'ai un peu de mal à comprendre. Quand je vois les diagrammes, ça me paraît logique, mais en fait, en pratique, ça me paraît... Je pense que ça se fait automatiquement via Excel, ça, non? On peut le faire sur Excel. Excel va vous... Avec une macro peut-être derrière, vous pouvez réaliser un calcul qui vous permettra d'avoir le risque bien identifié. Je suis en train de vous trouver un moyen de... sinon, avec Excel, tu peux le faire dans l'autre sens où tu crées ta matrice avec tes trois catégories, en fait.
et tu peux les récupérer dans ton résultat, dans ta colonne matrice, en fait. Tu codes simplement la probabilité et puis la gravité, et ça va récupérer dans la matrice le croisement des X et des Y, et ça te les ramène dans Excel. C'est ça. Oui, c'est quelque chose de possible. Après, de manière tout à fait manuelle, hein, Oui, mais après, oui, voilà, ça dépend du nombre, le nombre qu'il y a dans la table. si je récupère le diagramme que je vous propose, que je vous ai proposé dans la formation, hop, je sais pas si vous le voyez en grand, ouais, c'est plutôt petit. Parce que en fait, là, on juge la criticité en fonction de la couleur rouge, c'est ça? Le risque, enfin la criticité et la couleur rouge. En fait, Alors, ce qu'on peut faire, c'est, donc je vais prendre une étoile. Cette étoile représente mon risque. ok. Cette étoile, je vais la placer sur le diagramme. En fonction de la granularité que vous voulez avoir, vous allez choisir soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Donc, si un risque a une forte probabilité d'apparition et une forte probabilité d'impact, il va se retrouver ici. Donc, c'est plutôt comme ça que vous allez devoir calculer. Il aura toujours 3 niveaux, hein. Faible, moyen, fort. Mais ce tableau va vous permettre de pouvoir les classifier aussi. Si vous êtes plutôt sur ce type de schéma-là, si un risque a une probabilité de 4 et un impact de 4, il va se retrouver ici. En revanche, un autre risque... Tac, je l'ai perdu. C'est tout simplement comme ça. Je pensais que c'était généré automatiquement. On va d'accord, ok. Alors, attendez, hop, voilà. Si un autre risque a, lui, une probabilité de 4, mais un impact de 5, vous allez voir qu'il atterrit ici. Donc, avec une subtilité de granularité et de mesure du risque, en fait, le deuxième risque est plus important que le deuxième. D'accord. Que le premier, pardon. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir classer vos risques. Le souci, c'est simplement d'arriver à se mettre une échelle, en fait, de probabilité et une échelle d'impact. C'est ça. Pour tous les classer pareil. Et pour moi, c'est là que c'est pas évident. Après, en effet, on peut avoir plusieurs risques qui sont classés à fort. L'idée, après, c'est de pouvoir uniquement se focaliser sur les risques forts, s'il y en a beaucoup, ensuite les risques moyens, et ensuite les risques faibles. Mais le tableau va vous permettre de mettre en avant, en tout cas pour le comité de pilotage aussi, lorsque vous faites vos revues de risque également, de voir, ok, s'ils veulent se focaliser uniquement sur le rouge, ils vont pouvoir le voir tout de suite. Et à l'intérieur des petites étoiles, vous pouvez mettre les références. Donc R1, R2, R3, ça vous permet de savoir, ok, en fait, dans mon projet, j'ai beaucoup de risques dans la partie rouge, très peu dans la partie jaune. Ok, on va se concentrer sur cela. Par contre, on va d'abord prendre celui qui est vraiment très fort. De quoi il s'agit? Donc c'est le risque R2. Vous allez à votre référence de tableau dans votre registre et vous savez de quoi il s'agit. Et après, avec votre registre de risque, vous êtes capable d'organiser, de faire un tri, hein, de dire, je sélectionne uniquement, je filtre uniquement sur les risques qui ont une matrice forte. Et ça, c'est ce qui... Ou même stratégiquement, si l'entreprise décide, on veut uniquement se focaliser sur ceux qui ont un impact sur le budget. Si vous avez dans votre tableau une centaine de risques, dont 3 par rapport au budget, et que le projet, en tout cas l'entreprise, est focalisé sur le fait de ne pas dépenser plus, eh ben, on va, avec votre catégorie budget, ou en fonction de comment vous organisez votre catégorie, vous allez pouvoir vous focaliser uniquement sur ce qui vous intéresse. Est-ce que la classification vous paraît mieux comprise? Après, multiplier n'est pas une erreur. Hein. Je crois que c'est à Florence que je l'ai dit. C'est pas une erreur du tout. Au contraire, hein, ça ressemble beaucoup à une table de multiplication, en remplaçant les cases par des 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est plus clair pour moi. Merci. Pas de souci. D'autres questions par rapport au risque et à la manière de les calculer? Non, c'est bon. Ensuite, ce que nous avons vu dans la semaine était lié par rapport au suivi du budget et du projet, donc avec les différents indicateurs possibles. Donc la partie budgétaire,
c'est pas toujours une activité qui est inhérente au chef de projet. Je la propose parce qu'il est vrai que dans certains cas, dans certaines entreprises, on est un petit peu, laissé, pour compte par rapport à la gestion du budget. Mais je vous avoue que en fonction du contexte de l'entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pense pas que vous allez être très attendu là-dessus. Par contre, c'est bien de le savoir, c'est bien de savoir calculer le budget d'abord de son lot de travaux, de son lot de travail, aussi par rapport aux sous-phases, aux phases. Ça vous permet de mieux contrôler la manière dont le projet dépense son budget. Est-ce que toutes ces notions, budget alloué, prévisionnel, consommé, c'est des choses que vous avez facilement assimilées? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Bon, c'est bon pour moi, non? Pas de question. C'est bon pour moi aussi. Moi aussi, c'est bon. Oui, c'est bon. Eh bien, parfait. Par rapport à la certification, donc j'ai eu la confirmation que la date de la prochaine certification était au 16 mai. Je vais vous envoyer une communication à ce sujet. Donc c'est le jeudi 16 mai à 10h, donc de 10h à midi. C'est une épreuve qui dure 2 heures. Nous avons très vite besoin de savoir si vous seriez bien disponible à cette date, et si ce n'est pas le cas, de nous le communiquer très rapidement, surtout donc à Karine, qu'on a en copie de nos échanges. L'idée de pouvoir vous envoyer une convocation par rapport au passage de cette certification, qui se déroulera entièrement en ligne. Pour faire simple, on vous demande d'être disponible dès 9h30 avec votre caméra allumée pour les formalités, de disposer, il me semble, d'une pièce d'identité, et de regarder la caméra allumée durant toute la durée de l'épreuve. Lorsque l'épreuve démarre, on vous envoie un document, il me semble que c'est de type Word, et on vous demande de le remplir et de le renvoyer de manière à ce qu'on puisse prendre en compte vos réponses. Dans la plupart des cas, la certification est une étude de cas sur laquelle on va vous poser des questions. Donc je vous invite à bien lire le contexte du projet qu'on vous propose, puisque les questions vont être liées à ce contexte de projet. Donc j'ai vu parfois quelques coquilles de mauvaise lecture de sujets. Donc faites bien attention à bien lire le sujet et pour être sûr de répondre correctement. On n'attend pas de vous à ce que vous recrachiez du cours, pour parler simplement, mais surtout ce qu'on aime observer pour l'obtention de cette certification, c'est comment vous raisonnez, quelle méthode vous utilisez pour pouvoir parvenir à vos fins. Clairement, si on vous demande si une liste de personnes est identifiée, et qu'on vous demande quels sont les principaux acteurs, donnez pas juste le nom. Un peu comme au début de nos échanges durant ce cours, dites le commanditaire c'est un tel, parce qu'il a l'air de connaître le projet, c'est lui qui dispose du budget, c'est lui qui a la demande. Au moins vous argumentez un peu votre réponse. Le temps est très très court, donc 2 heures ça paraît long, mais en fait c'est très court. Donc allez à l'essentiel, et surtout l'idée n'est de pas réaliser une dissertation. Ça fait longtemps qu'on est sorti des bancs de l'école, mais plutôt d'aller dans votre raisonnement au plus simple possible, comme si vous deviez raisonner de manière rapide pour répondre à un projet. Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport au passage de la certification? Vous seriez tous disponibles au 16 mai? Moi, pour moi, oui. Normalement, oui. Disponible aussi. Ok, parfait. Je vous enverrai une communication avec tous les détails, comme ça, dans le cas où vous avez des questions, la semaine prochaine, on pourrait y revenir dessus, ou même durant la semaine, en réponse à vos mails. Et voilà. Et ah oui, il y a une chose qu'on n'a pas revue, par rapport à une des mises en pratique. Vous êtes tous quasiment, alors pas tous tombés dans le panneau, c'est pas un piège, mais il y avait une mise en pratique avec une réduction de pourcentage de budget à 10%. Oui. Est-ce que vous avez reconnu vos erreurs ou pas, à ceux que j'ai pu répondre? J'ai pas vu la correction, moi, donc.
Je pense qu'il ne faut pas tenir compte. Il faut garder les moins de 30 000, c'est ça? C'est pas à ce niveau-là? Il y avait 30 000 qui étaient l'idée, en surplus, non? en fait, je pense que certains ont réduit le budget de 10% par rapport au budget initial, tandis Oui. que le budget avait déjà été modifié. Et donc, il fallait bien repartir de l'ensemble du budget, mais par rapport à la partie modifiée. Donc, c'était la subtilité. Après, je vais vous partager cet après-midi le correctif. Vous pourrez regarder et revenir vers moi si vous avez des questions. D'accord. Donc, fallait repartir donc du budget suite au copil de remise à jour, en fait. Ouais. Oui, C'est parti de ça. d'accord. Moi, je pensais que c'était un autre cas, en fait. C'est là où j'ai fait une erreur. Enfin, c'était un cas où il y avait un copil, un premier cas, et un deuxième cas où, d'entrée, on nous imposait ces réductions de budget. Mais en fait, non. Donc, il y a une chronologie, en fait. Yes, oui, En général, d'accord. Donc, en général, dans l'exercice, il faut tenir compte de la chronologie des questions, en fait. Oui, il faut tenir compte de la chronologie. Hein. L'idée, c'est qu'en effet, on raconte une histoire, l'histoire se déroule et on pose des questions au fur et à mesure de l'histoire. En tout cas, c'est comme ça que je procède. D'accord. Et en effet, quand vous voyez un énoncé et qu'on vous expose une situation, elle tient compte du déroulé. Donc, si plusieurs situations vous ont été exposées, alors je suis pas sûr que ce soit le cas de la certification, puisque je pense qu'on vous l'expose une fois et on vous pose des questions par rapport au contexte qui a été proposé, sauf si il y a une question qui est spécifique et qui se rajoute à l'énoncé. Bien. La semaine prochaine, la thématique va être de finaliser la partie projet et capitaliser sur l'expérience acquise. Donc par finaliser, on entend finaliser et clôturer le projet. Donc on va aborder la phase de clôture. Il y aura aussi plus de détails sur ce qu'est le comité de pilotage, comité de projet, en tout cas les différences qu'il y a entre ces deux comités, d'aller dans le détail par rapport à leurs activités. Et ensuite, il y aura aussi des notions qui seront plus liées à la performance, à l'amélioration de la performance du projet avec le lean management. Donc, je sais que c'est des notions qui ne sont pas forcément inhérentes à la gestion de projet, mais moi, je trouve intéressant de les partager, de savoir comment on peut améliorer au quotidien sa gestion de projet. Donc, c'est pour ça que je les partage. Elles ne sont pas importantes pour le passage de la certification, hein. Le lean management, c'est quelque chose qui vient en plus, mais le reste, en effet, vous serez peut-être demandé. En tout cas, ça apporte quelque chose à votre quotidien. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit qui touche la formation, le support, le contenu? Tu vas nous envoyer cet après-midi les corrections de l'exercice du cas pratique. Hein. Tout à fait. Je me souviens, par rapport à l'exécution, il fallait faire les 5 phases, etc. Oui, exact. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir comment interpréter les choses. Yes. Non, pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai. Donc, ok, merci. Pas d'autres questions? Pour moi, c'est bon. Eh bien, je vous souhaite une excellente après-midi, un excellent week-end. Je vous envoie le correctif et je vous dis à bientôt. Tu vas venir après. Merci. Bon week-end. Cette semaine. Merci. Bye.